Donc, bienvenue à la revue d'actualité du 11 juillet 2023. Je donne la parole à Jérémy Decoq, Vladimir Collat et Christophe Chassebeuf, que je remercie d'avance. Ok, super. Je propose que ce soit Jérémy qui fasse l'intro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va revoir l'ensemble des actualités marquantes de ce mois de juin. Et pour, ouais, c'est bon. Et pour commencer, comme tous les mois, on va commencer avec le bulletin de juin des vulnérabilités Microsoft. Donc, je laisse Vladimir parler. Alors, bulletin avec beaucoup de vulnérabilités. Il y en a une en particulier exploitée dans la nature sur SharePoint. Et le risque, c'est que combiné à d'autres vulnérabilités un peu moins critiques sur SharePoint, ça permet de contourner l'authentification et prendre le contrôle complet de SharePoint. Et bien sûr, c'est exploité dans la nature. D'ailleurs, il n'y a pas de S à exploiter, je me suis trompé. Et après, quelques vulnérabilités critiques, surtout la première sur PGM, alors qu'il y a un protocole pour les vieux qui étaient là en 2008 à l'OSIR. Nicolas en avait déjà parlé, Nicolas Ruff. Il y avait déjà des vulnérabilités à cette époque sur ce protocole. C'est un protocole réseau multicast qui est lié à la gestion de files d'attente de Microsoft. Et donc, il y a plusieurs vulnérabilités qui sont tout simplement des exécutions de code à distance. Donc, j'espère que vous avez mis à jour vos systèmes Microsoft. On peut passer au slide suivant. Ah si, la dernière, c'est rigolo, c'est exécution de code à la lecture d'une vidéo voilà, sur Windows. Toujours intéressant. Alors ça, c'est pas mal. C'est des chercheurs qui ont fait un papier sur la signature des fichiers Office. Donc c'est OpenXML. Et en fait, en gros, la signature elle est cassée. Il y a plusieurs moyens de contourner la signature et de faire passer une signature invalide pour une signature valide. Et le plus rigolo, c'est donc les fichiers XML, les fichiers Office aujourd'hui sont juste des fichiers zip avec toute une structure de données dedans. Et il suffit juste de rajouter un fichier qui s'appelle sig1.xml vide pour faire passer le document comme signé légitimement. Et voilà, ça marche très bien. Autre sujet, c'est Teams. Pareil, des chercheurs ont trouvé un moyen de envoyer des pièces jointes potentiellement malveillantes à des tenants Teams, donc Microsoft, qui ne sont pas les leurs. Normalement, en fait, par défaut, n'importe quel tenant Teams, donc n'importe quelle entreprise peut communiquer avec n'importe quelle entreprise à travers Teams, mais la plupart des entreprises aujourd'hui bloquent cette fonctionnalité et ne permettent les communications que dans le même tenant, donc dans la même entreprise. Mais par défaut, il est possible de communiquer et surtout, il y a une petite technique qui permet de contourner le blocage de l'envoi des pièces jointes, parce que bien sûr, heureusement qu'on ne peut pas par défaut envoyer des pièces jointes potentiellement malveillantes à n'importe qui, mais il existe des contournements et en fait, le contournement, il est trivial. C'est dans la requête qui permet d'envoyer le document. Il suffit juste de changer dans l'URL un identifiant et de mettre l'identifiant de la cible et ça passe. Et ensuite, le document est stocké sur le SharePoint de la cible et ben ensuite, elle clique et elle peut se faire avoir. Ça, c'est juste que... Vas-y. Ouais, donc d'ici 2 jours, il y a la dernière version de Windows 10 supportée, donc pas la version étendue, la version normale pour la version Family et la Pro, qui vont tout simplement être, qui va devenir le fin de support tout simplement qui a été annoncé depuis un certain temps. Donc là, il ne reste plus que la version étendue et ensuite, il faudra complètement passer sur Windows 11. Donc ensuite, on a une vulnérabilité au niveau du noyau Linux, donc au niveau une vulnérabilité qui s'appelle Stackrot, donc avec une CVSS assez élevée, donc qui permet d'avoir une évasion de privilèges en manipulant une vulnérabilité qui se trouve au sous-système qui gère la mémoire, donc le gestionnaire de mémoire virtuelle. Donc c'est lui entre autres qui va permettre de partager de la mémoire virtuelle entre les processus, donc tout ce qui est allocation, libération, gestion des accès et autres. Et c'est également ce sous-système qui va permettre de s'occuper de la pagination. Et donc, pour les versions vulnérables, ça affecte de la 6.1 à la 6.4. Et actuellement, Debian 12 tourne sur la 6.1, donc faites attention. Et pour continuer sur Debian avec les variantes comme Ubuntu, un des outils qui est installé par défaut qui s'appelle Snap Confine permet juste une élévation de privilèges local du fait d'une race condition. Ça, c'est souvent très très compliqué à gérer, les race conditions et pas évident à anticiper. Alors, plein de vulnérabilités sur les plugins WordPress. Alors, le premier, c'est rigolo, c'est WooCommerce qui permet c'est pas volontaire, mais c'est la vulnérabilité, d'accéder à toutes les commandes qui sont passées sur le site WordPress qu'il utilise. C'est un petit peu dommage. Et l'autre, c'est concernant un plugin qui s'appelle Ultimate Member. Bon, en fait, on peut très simplement contourner toute l'authentification et accéder en tant qu'admin au WordPress. Et après, il y a aussi sur la plateforme Shamilo,
plateforme d'e-learning, pas mal de vulnérabilités qui ont été trouvées par Randorisec. Donc, je vous laisserai lire leur article sur le sujet, qui est très intéressant. Encore du web, donc OpenFire. Donc là, c'est contournement de la console d'admin. Et là encore, c'est malheureusement assez trivial. Il suffit juste de modifier un peu l'URL et ça permet de créer un utilisateur. En fait, c'est la fonctionnalité de création d'utilisateur qu'on peut exploiter qui permet de créer un utilisateur admin, par exemple. Et ensuite, on accède à la plateforme, on l'administre tout simplement. Et ensuite, on a une vulnérabilité qui s'appelle NoHot et qui permet, en fait, en jouant un peu avec Azure AD, de prendre le contrôle de n'importe quel compte via juste son mail, en fait. Donc ça, en fait, c'est grâce à OAuth, donc qui est mal implémenté. Donc, je vous rappelle, OAuth, c'est le protocole d'autorisation qui permet en fait aux applications de récupérer des informations des utilisateurs sans nécessairement leur demander constamment leurs identifiants de connexion. Donc ça se fait par le biais de jetons d'accès, donc des JWT. Et en fait, donc comment vous identifiez un utilisateur avec OAuth? Donc c'est avec un sujet, donc soit son identifiant, soit son nom d'utilisateur, soit son mail. Et donc forcément, c'est déconseillé d'utiliser le mail parce que c'est une variable qui est mutable et qui est la plupart du temps pas vérifiée. Et bingo, bah, c'est ce qui se passe en fait avec beaucoup d'applications. Et donc là, en fait, vous pouvez jouer avec votre profil Azure AD. Donc en fait, vous avez deux champs qui acceptent un mail. Donc le champ qui vous identifie et ensuite une information donc dans vos informations de contact. Et c'est cette information dans vos informations de contact qui peut être modifiée. Donc je suppose que je m'appelle Jérémy @toto.fr et je modifie mes informations de connexion pour m'appeler admin@toto.fr. Au moment de vouloir me connecter sur une application qui est vulnérable à cette vulnérabilité NoHot, donc tout simplement le fait de ne pas vérifier le mail, entre autres, je vais pouvoir, du coup, en me connectant, usurper son compte. Donc là, je vous ai mis deux liens, donc un qui concerne l'article donc des chercheurs en question, avec une démonstration un petit peu plus claire et précise. Et ensuite, une explication du code de la CVE de Grafana qui justement implique cette vulnérabilité. Alors, Moveit, je ne sais pas comment on le prononce, donc solution de partage de fichiers qui permet de stocker des fichiers, de les partager. Beaucoup de vulnérabilités, majoritairement des injections SQL et surtout beaucoup d'injections SQL avant authentification, donc ça permet de compromettre toute la plateforme. Sachant que Moveit ou Moveit, je crois qu'on avait déjà parlé récemment, et surtout c'est pas mal utilisé par les attaquants dans la nature en ce moment et depuis quelques mois. Et on en reparlera tout à l'heure parce que ça a même été cité par un groupe d'attaquants en disant qu'en gros, ils pirataient explicitement les plateformes Moveit, mais on en parlera tout à l'heure. Donc si vous avez ce genre d'outils, mettez à jour très rapidement et surtout, à mon avis, investiguez, voir s'il n'y a pas eu des compromissions précédemment. Ensuite, donc c'est au niveau des routeurs Asus. Donc en fait, il y a un nouveau firmware qui a été rendu disponible donc là courant juin, qui corrige pas mal de failles de sécurité, donc deux assez critiques, donc qui permettent une par exemple qui permet en fait donc grâce à une corruption de mémoire dans le firmware d'Asus d'obtenir une RCE et une autre dans l'implémentation de Netatalk, donc qui est l'implémentation libre de Apple Filing Protocol qui permet justement au système Unix de pouvoir jouer le rôle de serveur de fichiers avec des ordinateurs sous macOS. Et donc, firmware en fait bien utilisé parce que du coup, vous avez une dizaine de routeurs Wi-Fi et systèmes mesh qui sont impactés par ces 9 failles de sécurité. Donc, vous avez la liste, par exemple, en lien de ces appareils justement listés vulnérables à mettre à jour. Et côté Cisco, en fait, c'est la plateforme SDN de Cisco, donc Software Defined Network, qui est vulnérable. Et au-delà de la vulnérabilité qui est assez critique, ce qui est surtout impressionnant, enfin, la vulnérabilité déjà, en fait, il est possible d'intercepter le flux entre, par exemple, deux sites, deux data centers de cette solution et de déchiffrer aisément le flux et même d'injecter du contenu. Et la réponse de Cisco, c'est en gros, il n'y a pas de correctif, donc démerdez-vous.
Donc, dans le bulletin de sécurité de Cisco, c'est explicitement mis. En gros, essayer de trouver une autre solution pour corriger le problème. Merci Cisco. Alors, je pense que Fortinet et Zyxel font un concours de la solution qui aura le plus de vulnérabilités critiques. Donc, Fortinet, pas mal de vulnérabilités, et en particulier la seconde, dont j'ai oublié de mettre le numéro de CVE, qui avait été présentée le mois dernier. Et en fait, surtout, c'est pour vous alerter sur le fait qu'elle est aujourd'hui vraiment exploitée dans la nature de plus en plus par des attaquants. Donc, si vous n'avez pas mis à jour votre firewall Fortinet, en tout cas, si vous exposez un VPN depuis un firewall Fortinet, mettez à jour et surtout investiguez, parce qu'il y a de fortes chances que vous ayez été compromis. Et côté Zyxel, là, c'est tout simplement injection de commande sans authentification qui permet de prendre le contrôle du firewall Zyxel. Et bien sûr, sans authentification, c'est vraiment, vraiment critique. Mais de manière générale, il ne faut pas exposer les portails d'administration de ce type d'outils. Dans le cas de Fortinet, c'est compliqué parce que c'est vraiment le portail VPN et c'est dans la négo du VPN. Donc, en fait, si vous avez juste du VPN Fortinet, bah, c'est mort. Donc, il faut mettre à jour. Alors, beaucoup de vulnérabilités chez Apple. Il y a eu 2 bulletins récemment. Donc, le premier avec pas mal de vulnérabilités touchant un peu tout, et surtout concernant des vulnérabilités exploitées dans la nature, en particulier 2. Une première touchant le navigateur Safari, permettant d'exécuter du code à la visualisation d'une page web, et la deuxième, une élévation de privilège local. Et donc, en gros, en combinant les deux, on prend le contrôle total de la cible. Et le deuxième bulletin date de ce week-end, je crois. Et donc là, c'est une vulnérabilité dans Safari qui, encore une fois, selon Apple, est exploitée dans la nature. On en a parlé il y a 1 ou 2 mois, des Rapid Security Response. En gros, c'est le nouveau mode de publication de mise à jour d'Apple, où il ne publie plus des gigas de mise à jour, mais juste la toute petite mise à jour qui correspond aux composants impactés. Donc voilà, c'est plus des cumulatifs, c'est juste entre guillemets des mises à jour différentielles. Et donc celle-là fait à peine 3 MB et touche essentiellement iOS et macOS. Bon, après, c'est juste sur ces mises à jour. Tous les autres éditeurs en général font aussi des mises à jour différentielles depuis 20 ans, mais bon voilà, comme c'est chez Apple, c'est une révolution. J'ai posté dans la discussion, je pense que c'est la CVE, je te laisse confirmer, Vlad, qui concerne le Forti. Pour Oui, rappel, la liste, à chaque fois que Vlad dit dans la nature, exploité dans la nature, il y a le CISA qui met à jour tous les mois sa KEV, donc la Non-Exploitable Vulnerability Base, qui permet de structurer un petit peu les priorités sur les actions de correction à apporter, de sorte qu'on ne sert à rien d'apporter des correctifs sur toutes les vulnérabilités qui sont en CVSS 10, si en fait au final on en a un paquet énorme. Concentrons-nous sur celles pour lesquelles on sait qu'il y a des exploits qui sont non seulement publiés, mais pour lesquels on a des retours terrain qui nous disent qu'il y a des groupes qui exploitent en réel en fait, ces vulnérabilités sur le terrain. Donc là, en l'occurrence, petite exploitation des vulnérabilités dont parlait tout à l'heure Vlad de MoveIT. La plateforme a été attaquée en mai, et il se trouve qu'il y a une vague assez importante aux US. Il y a une loi qui dit que les agences sont tenues d'informer le Congrès de toute violation de données impliquant la compromission des informations personnelles de 100 000 personnes ou plus. Donc aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est qu'il y a 100 000 personnes ou plus qui sont impactées par cette exploitation des vulnérabilités de MoveIT, en grande partie par un groupe de cyberattaquants qui est d'origine russophone. Ça commencera à devenir un petit peu contextuel avec ce que l'on connaît en ce moment sur la place des cybercriminels. Le groupe s'appelle CLOP, et on verra un petit peu après là, son positionnement quand on parlera d'un autre groupe tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est qu'en exploitant en fait cette plateforme, ils ont réussi à tabler plusieurs cibles comme le département de l'énergie, l'office de gestion du personnel, le département de l'agriculture, une université en Californie, Siemens Energy, pour n'en citer que quelques-unes. Et a priori, restons alertes puisque ça date, le retour en fait date de fin juin. C'est constat, sachant qu'un mois avant, il y avait eu une exploitation des vulnes. Il se trouve que quand les éléments ont été fournis,
Voilà, mendiant est sur le coup et l'exploitation est à surveiller surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ensuite, Tatooine pour un produit donc, qui est déployé au cours d'une injection, enfin, d'une chaîne d'attaque d'infection en 6 étapes, qui commence par du hameçonnage et qui finit par la mise en place d'un cheval de Troie qui s'appelle Tatooine. Aujourd'hui, surtout ciblé sur l'Amérique latine et avec pour élément de prédilection en fait Amazon EC2. Donc Amazon EC2 qui est Amazon Elastic Compute Cloud. Aujourd'hui, les systèmes qui sont impactés, enfin qui sont hébergés par Amazon EC2 sont impactés et les navigateurs. Et dans cette campagne, la charge utile est déployée a priori assez en cible du domaine bancaire vers un module de protection qui s'appelle Topaz OFD, qui est spécifique justement à ce domaine bancaire. Et à la fin, avec le cheval de Troie, donc ils font de l'injection avec des DLL, du bypass du AC pour parler de certains éléments techniques, pour au final aller récupérer des informations qui concernent les systèmes et les navigateurs. Donc là, à suivre, pareil, pour voir s'il n'y a pas de la donnée bancaire, enfin plutôt que de la donnée personnelle, je pense que ça cible de la donnée bancaire. Les investigations qui passeront nous en diront un peu plus. Là, donc je vous évoquais le sujet de Clop. Alors, on retrouve sur la droite un post sur Twitter d'un groupe d'OSINT qui a fait 3 petites choses. Ils ont fait un classement par API sur les groupes les plus ciblés. Donc, on voit que les États-Unis sont assez ciblés. Ne me demandez pas l'algorithme, enfin la méthode de calcul pour définir, mais le positionnement en fait des groupes. Mais si on se base sur leur technique, on voit que Clop arrive, ce dont on parlait juste avant, en premier. On retrouve Logbit qu'on connaît sur cette méthode. Et puis Black Cat qui arrive un petit peu après. Black Cat, en fait, c'est un groupe qui s'appelle aussi Alf PHV et qui a dernièrement exploité des vulnérabilités sur le logiciel qui est connu, l'application open source Windows de transfert de fichiers WinSCP. Mais aussi sur un terminateur qui altère la protection fournie par les agents qui s'appelle Spybot. Et donc, ils volent des privilèges d'administrateurs. Enfin, ils ont volé jusqu'à présent. C'est une étude de Trend Micro qui est très intéressante. Alors, il y a plusieurs liens dans cet élément, mais le deuxième lien, qui est celui de Trend Micro, nous montre l'étude qui est faite sur ce groupe et les malversations qui peuvent leur être imputées, comme voilà, le vol de privilèges d'administrateurs de haut niveau ou alors des utilisations de ces privilèges pour mener des activités qui sont bien évidemment pas attendues. La spécificité en fait de ce travail, en fait, c'est qu'ils utilisent ce qu'on appelle le malverting. Alors, le malverting, c'est quoi? C'est l'infection de publicité comme vecteur d'attaque. Là où, par le passé, on a connu énormément la problématique de l'hameçonnage. Là, l'idée, c'est d'aller utiliser les publicités qui sont publiées via des Google Ads, par exemple. Et en ayant injecté du code malveillant dans ces dernières, ça leur permet de pouvoir, et aussi par une méthode de vidéo phishing, de pénétrer dans les systèmes cibles pour ensuite envoyer l'infection. Donc là, je vous recommande la lecture de l'article de Trend. Bon, pour les techniques, c'est d'autant plus intéressant que c'est assez développé. Et puis les autres articles, en fait, parlent de vol de violation massive de données, notamment là, Black Cat, qui cible, grâce à ces techniques, le plus gros consortium d'hôpitaux du Royaume-Uni basé à Londres, un peu comme si nous, c'était un équivalent de la PHP ou de la PHM, avec des milliers minimum, dizaines, centaines de milliers d'informations personnelles données. Ils ont été jusqu'à publier des passeports pour montrer ce qu'ils avaient récupéré. Et ils n'en restent pas là, puisque sur les deux grands clous d'éclat, il y a le Bangladesh qui a été ciblé, notamment une banque pour lequel s'est vu voler 170 gigas de données dites sensibles. Donc, affaire à suivre, encore une fois, sur ce sujet. Ensuite,
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu qu'actuellement le CHU de Rennes passe des moments pas très joyeux dû à une cyberattaque donc qui les a touchés fin juin. Donc en fait, ils ont détecté pas mal de services, dont leurs services de messagerie, qui se sont stoppés de façon aléatoire. Donc ils ont investigué ça et ont découvert que en fait qu'il y avait beaucoup d'IP qui essaient de se connecter, qu'ils avaient beaucoup d'IP entrantes en provenance du coup d'un compte VPN SSL qu'ils avaient fourni au préalable à un prestataire, donc qui leur sert à du développement d'applicatifs et du maintien de ces outils. Et donc ils se sont isolés au niveau du réseau. Ils ont plus d'accès actuellement à Internet. Ils ont dû stopper la plupart de leurs services en interne. Leur intranet, du coup, était pareil stoppé. Donc, ils ont du coup, travaillé avec l'ARS, donc l'Agence régionale de la santé. Ils ont travaillé avec l'ANSSI pour du coup restaurer au maximum un maximum de services le plus rapidement possible. Donc actuellement, je crois qu'ils ont relancé leur service de messagerie. Du coup, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises en compte pour essayer de du coup, prévenir les personnes concernées d'éventuelles exfiltrations de leurs données, même si ils sont plutôt sereins quant au périmètre accessible depuis le compte VPN du coup SSL du prestataire. Il y a une déclaration clinique qui a été faite, mais actuellement, ils sont quand même c'est toujours un peu compliqué. Par exemple, si vous allez là-bas, vous n'avez pas possibilité de payer avec votre carte bleue. Tout ce qui est résultat, compte rendu d'examen, du coup, tout est fourni au format papier. Les prises de rendez-vous, c'est par téléphone. Donc actuellement, c'est un peu compliqué. Et ensuite, vous avez le pareil pour Brest, mais là, c'est Vlad qui va vous en parler. Bon, non, je vous laisse la surprise pour le prochain épisode No Limit Sécu, lundi prochain ou celui d'après, je ne sais pas trop encore. TSMC, donc constructeur de microprocesseurs qui a été piraté, mais en fait pas réellement, c'est un de ses fournisseurs. Quelques données ont été publiées, mais rien de vraiment critique a priori. Et annonce de ChromeSec, donc un autre groupe de pirates qui a annoncé avoir piraté notre ministère de la Justice, mais dans les faits, ça n'a pas trop l'air d'être ça, mais il y a quand même pas mal d'éléments un peu sensibles, en particulier plein de données liées à l'affaire NRL, enfin les noms des personnes qui traitent l'affaire, mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations plus que ça sur l'origine de cette fuite. Ah bah tiens, Christophe Soler parlait de CLOP, donc groupe de cybercriminels. Ils ont publié récemment la liste de toutes leurs victimes qui ont refusé de payer la rançon, beaucoup d'Américains d'ailleurs. Et en fait, quand on va sur leur site, je vous ai mis un extrait de ce qu'ils mettent. Enfin bon, voilà, déjà il y a un message un peu dur vis-à-vis des journalistes, en particulier de la BBC. Et là, il parle justement de Move It, donc step 1, if you had Move It software, continue to step 2. Enfin bon, voilà. Donc ça veut dire qu'eux utilisent typiquement les vulnérabilités sur l'outil Move It. Donc ensuite, quand je parle de leak de 101 000 comptes ChatGPT, je ne parle pas d'une fuite en une fois, mais plutôt sur une période. Donc là, c'est une étude qui a été menée par le groupe Ivy, donc qui s'est basée sur 100 000 logs du coup, de malware infostealer qui ont été récupérés par différentes sources. Et donc, au final, c'est 101 000 comptes volés entre juin 2022 et mai 2023. Donc, ils ont fait des stats par secteur, et donc ça serait 45% qui seraient en provenance d'Asie. Donc, comment ce genre de données peut être récupéré? C'est en post-exploitation, récupérer l'historique navigateur, c'est ce qui est couramment fait. Donc c'est assez grave quand même parce que on sait que l'usage qui est fait avec l'outil n'est pas forcément sain, surtout en entreprise. Beaucoup d'informations en privé, voire sensibles, sont utilisées comme pas dataset, mais comme de données dans les prompts des utilisateurs avec l'outil. Donc en récupérant du coup cet outil, je pense que pour un attaquant, on peut avoir de bonnes surprises.
Déni de service. Je pense que vous avez tous vu des publicités sur le nouveau jeu de Blizzard, Diablo 4, qui est sorti il y a peu de temps. Et Blizzard a subi un déni de service sur les serveurs de Diablo 4, ce qui a rendu le service indisponible pendant pas mal de temps. Voilà, rien de plus à dire. J'ai mis une infographie de l'ANSSI sur le sujet, ça peut toujours être intéressant. Et déni de service également contre Microsoft. Donc là, c'était le fait est que ça a mis en panne Office 365, Microsoft 365, pardon, avec son nouveau nom, et c'était revendiqué par un groupe qui s'appelle Storm 1359, qui a un autre nom, mais vous l'avez dans l'article. Mais là, c'était une attaque volumétrique, mais surtout sur HTTP, pas un déni de service TCP, UDP ou autre, mais c'est vraiment sur le niveau 7 HTTP. Et donc Microsoft a réussi à mettre en place des solutions au niveau d'Azure pour limiter les dégâts de ce genre d'attaque. On a ensuite le mythe qui a sorti du coup son top 25 des faiblesses logicielles de l'année. Pour faire court, je vais juste vous parler du top 5. Donc en première place, on retrouve les Out of Bounds of Right, qui était déjà en première place l'année dernière. Donc c'est tout ce qui est écriture de données au-delà des limites d'une zone qui a été allouée du coup pour le logiciel. En deuxième place, on retrouve les fameuses cross-site scripting comme dans le WASP. Donc, ce qui va être lorsqu'un attaquant va chercher à injecter du code dans une page web qui est consultée par d'autres utilisateurs. Donc, pareil, toujours, c'était déjà en deuxième place l'année dernière. Donc, pour CV connu, c'est ce dont a parlé Christophe tout à l'heure. Non-exploitable vulnerability, CAVE. En troisième place, du coup, les injections SQL, pareil, c'était déjà en troisième place l'année dernière. Donc, c'est tout ce qui va être manipulation de bases de données via des requêtes non validées, mal formées. En quatrième place, donc là, c'est les use after free, donc qui était septième l'année dernière, et qui, du coup, en fait, est une faiblesse au moment, c'est quand un programme, en fait, on lui a alloué en fait une zone mémoire et ensuite on a libéré cette zone mémoire, mais le programme a toujours accès à cette zone de mémoire. Donc à partir de ce moment-là, il va être possible de corrompre cet espace, corrompre la mémoire ou d'exécuter des actions malveillantes et de manipuler la stack. Et en top 5, donc cinquième position, OS Command Injection, qui était sixième l'année dernière. Et donc là, ça va être lorsque des entrées non validées vont permettre d'exécuter des commandes arbitraires directement sur la machine cible. Vous pouvez retrouver le reste sur le site de Mitre. Alors ça va amuser tous les fans de crypto-monnaie, en particulier de Monero. Il y a un article qui est sorti il y a peu de temps, il y a un problème qui a été détecté sur Monero qui est normalement censé assurer vraiment un anonymat complet en faisant du mixage des transactions. Et en fait, il y avait un bug dans le code de l'application, ce qui faisait qu'en gros, tous les 10 blocs, le mixage n'était pas fait. Ce qui fait qu'a priori, je crois que c'est entre 3 et 6% des transactions de ces 3 ou 4 dernières années peuvent être désanonymisées. Et ah mince, il n'y a pas la GIF anime, c'est dommage. Et donc en fait, je pense que les forces de l'ordre sont très 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 intéressées par cette information, parce que ça va leur permettre de désanonymiser les transactions et donc de poursuivre un certain nombre de cybercriminels. Donc là, c'est au niveau des sysinternals. Donc j'espère que vous connaissez tous ces sysinternals. Je pense que c'est un outil qui est du coup développé par Microsoft et qui est incroyable parce que c'est une boîte à outils incroyable qui contient plus de 150 outils, je crois. Donc vous avez par exemple, pour les plus connus, DebugView qui permet de vous aider pour le débugage d'un process, Process Monitor pour afficher tout ce qui est process et logiciel en cours, PSExec donc pour pouvoir prendre le contrôle à distance de plusieurs machines et de gérer votre parc. Et du coup, Sysmon, qui va vous permettre en fait de surveiller l'activité de votre système et qui va générer des alertes directement dans le journal des événements Microsoft, ce qui est plutôt utile. Et là, en fait, avant, en fait, Sysmon pouvait du coup voir si un process était créé,
voir si un fichier a été supprimé, voir si un fichier a été créé, donc ce qui est utile pour relever des alertes au niveau d'un malware déployé ou autre. Et là, dans sa version 15, il va intégrer 2 nouvelles fonctionnalités. Donc la première, c'est que maintenant, il va pouvoir détecter tout ce qui est nouveau fichier exécutable. Donc si un exe va récupérer un autre exe, ça va pouvoir être récupéré, donc ce qui est plutôt utile au niveau de tout ce qui est loader, entre autres. Et également, je ne l'ai pas fait dans l'ordre, l'exécution de sysmon dans un processus protégé. Donc ça, c'est une feature qui a été faite par Microsoft déjà depuis un bout de temps. Donc, être processus protégé, ça veut dire que Microsoft autorise le chargement, autorise le chargement de code. Enfin, il fait confiance au process. Et donc là, il va être plus difficile du coup d'essayer de faire l'injection de DLL ou quoi que ce soit si Microsoft ne fait pas confiance au préalable aux librairies que vous essayez d'injecter dans le process, entre autres. Donc là, c'est pareil, vous avez donc une liste des outils et la version sysinternals donc, qui est développée pour Linux. Donc là, je ne pense pas par contre que vous ayez les dernières features de Sysmon dans le dépôt. Ensuite, Snappy, donc l'ennemi des rogues AP. Donc pourquoi? Donc en fait, le problème actuellement quand vous allez dans un espace public ou autre, c'est que vous ne savez pas si le point d'accès sur lequel vous êtes connecté la veille est actuellement le même ou si un acteur malveillant s'est amusé à essayer d'usurper sa MAC ou son SSID pour essayer de récupérer votre connexion et puis d'être capable de voir tout ce que vous faites sur Internet. Donc, c'est là qu'entre en jeu Snappy. Donc, en fait, Snappy, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer une empreinte SHA-256 donc d'un AP à un instant T. Donc, dans ces données, on pense par exemple au fournisseur, au BSSID, à tout ce qui est tous ces chiffres, donc taux de prise en charge, le canal, le pays, bref, tout ce qui est donné, on va dire, statique, donc qui peut pas changer d'un jour à l'autre, sauf quelques exceptions. Et donc, au moment où vous allez essayer de vous reconnecter sur ce réseau, si la nouvelle empreinte est différente, alors l'outil va partir du principe que cette AP est malveillante et va vous empêcher de vous connecter à ce point d'accès. Voilà, c'est développé en Python et je trouve que c'est plutôt sympa. CrackMapExec, outil français. Nouvelle mise à jour en version 6. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de mise à jour importante, avec plein de fonctionnalités intéressantes. Je vous en ai mis 2 là, le dump de DPAPI, ce qui est vraiment pas mal, ça fait gagner du temps. Et également est intégrée la même collecte que celle qui est faite par SharpHound pour Bluedown, que vous pouvez ensuite réintégrer directement dans Bluedown. CrackMapExec, vraiment un outil génial que je vous recommande si vous faites un petit peu d'offensif, ou même pour tester chez vous. Et je vous le rajouterai en lien. Il y a eu du coup un atelier qui a été fait au HAC, justement sur CrackMapExec et sur la version 6. J'ai participé également. Et il y a un write-up qui a été fait par un des candidats et qui est très, très bien détaillé. Donc, ça vous permettra de voir tout ce qui est possible de faire. Et par exemple, vous avez un exemple de dump de clé DP API dedans. Voilà. Et au passage, je vous recommande aussi le podcast Hack and Speak de l'auteur de CrackMapExec, qui est avec des publications quasiment tous les mois, donc de Martial. Donc voilà, très bon podcast également. Donc ensuite, là, on est plutôt sur les outils, outils d'OSINT. Donc le premier, c'est du coup une mind map qui a été faite et qui regroupe en fait un ensemble d'outils pour l'OSINT. Donc il y en a pour tous les goûts. C'est une liste de moteurs de recherche, des méthodes pour énumérer, des outils pour énumérer des sous-domaines. Après énumérer ça liste des outils comme Sherlock, beaucoup de choses en partant de pseudo, de mail ou quoi que ce soit, voir ce qui est possible de faire et sur quoi vous pouvez rebondir. Donc c'est le même exemple que osinframework.com et donc en fait ce site, cette mindmap, c'est juste la version plus à jour d'Osin Framework qui est plus trop à jour depuis déjà quelques temps.
Donc, vous avez aussi la version sur GitHub. Et dans le même temps, la même idée, une autre caractéristique pour les Google Docs. Là, c'était le site, enfin c'est le compte Dailyosine qui publie ça. On voit l'usage de certains mots-clés tels que le file type, comme beaucoup connaissent, mais pas que, le in URL, in title, et j'en passe, avec une petite, enfin sur une seule et même page, on voit les mots-clés et les éléments de recherche qui peuvent être des exemples pour pouvoir trouver de l'information en source ouverte, source semi-ouverte, parce que parfois, on est capable d'aller sur des systèmes qui ne sont pas bien protégés par manque de discipline des personnes qui publient les informations. Et parfois, il y en a qui publient sans savoir que c'est publié. Donc attention aussi avec cet outil. Donc ensuite, on se dirige du côté d'Apple, Microsoft et Google. Donc chez eux, c'est clair, ils veulent plus de mot de passe. Ça a même été annoncé par Google. Et donc c'est pour ça qu'ils se dirigent vers des solutions plutôt tournées autour des passkeys. Donc ils ont mis en place des gestionnaires de passkeys pour donc Microsoft pour Windows Hello, Apple pour les comptes Apple ID et Google pour ses comptes Google. Donc le but, c'est de vous authentifier avec un appareil, donc par exemple votre téléphone. Donc au moment en fait de générer votre passkey, vous allez avoir votre clé privée sur votre téléphone et la clé publique du coup qui va être transmise au service auprès duquel vous voulez vous authentifier. Et donc en fait le but c'est de constamment en fait vous connecter avec votre téléphone, donc en vous authentifiant avec votre clé privée. Sans que vous ayez besoin en fait de saisir n'importe quel mot de passe. Par contre, vous faites voler votre téléphone avec le code PIN de votre téléphone, vous êtes mort. Ouais, c'est ça, en fait, faut se dire que ça va être un peu du coup l'objectif number one des hackers, c'est s'ils chopent votre clé, selon le nombre de services auxquels selon le nombre auquel vous avez configuré du coup cette méthode d'authentification, faut vous dire que c'est comme utiliser un même password sur une application. Mais après, pour les cartes bancaires, ça marche bien. Les escrocs qui regardent par-dessus l'épaule quand on tape le code de la carte. Donc là, il y a aussi ce risque-là. Les gens qui vont être assez proches pour essayer de voir le code PIN, le code à taper sur le téléphone, pour ensuite le voler et ensuite le réutiliser. Ouais, ça, c'est une très bonne intention. Maintenant, il faudra voir dans les faits et dans la réalité comment on peut réellement le mettre en place, parce que nous, on a fait des tests avec Windows Hello, avec certains types d'équipements. Tout n'est pas au point. Et je trouve que parfois, ça se complexifie sûrement à juste titre, hein, mais ça devient très difficile à mettre en œuvre. Et là, en l'occurrence, plus c'est complexe, j'ai cru apprendre quand j'étais jeune que plus c'était complexe, moins c'était sécurisé. Donc voilà, à voir dans l'usage. Ouais, et puis moi, ça me fait beaucoup penser ce système de clés avec les domain backup key sur AD ou autre. Et je me dis quand même qu'à partir du moment où une personne arrive à être à router votre téléphone, je pense que la clé va pas survivre très longtemps. Toute la sécurité, elle va reposer sur la sécurité du téléphone, que ce soit iOS ou Android. Et aujourd'hui, on peut quand même reconnaître que la sécurité des téléphones est quand même vachement élevée comparée à celle qu'on peut avoir sur un ordinateur classique. Alors, Avisa Partners, donc ça a été retweeté par, je crois que c'est Nest Impact, qui est donc Avisa Partners avait poursuivi un certain nombre de journalistes et de journaux parce qu'en fait, ils avaient repris une actualité comme quoi Mediapart avait fait des articles sur Avisa Partners. Et donc, Avisa avait fait le choix de les poursuivre en justice et finalement, ils ont retiré leur plainte. Et ils sont également en train de se renommer en Forward et ils scindent leurs activités. Donc en gros, alors je ne sais plus qu'est-ce qui est exactement la scission, mais tout ce qui est influence, e-réputation, etc. se sépare de la gestion du FIC et du reste des activités avec l'Exfo, tout ça.
Et d'ailleurs, le FIC a changé de nom. Ce n'est plus le Forum international de la cybersécurité, mais le Forum InCyber, puisque Forum international de la sécurité, c'est le nom qui est conjointement possédé par la gendarmerie et La Avisa. cybercriminalité, hein, c'est le Forum international de la cybercriminalité que la gendarmerie a déposé comme marque. Les deux, en fait, quand tu regardes sur l'INPI, il y a les deux noms. Ah ouais, moi j'avais vu cybercriminalité. Ouais. Non, en fait, cybercriminalité, c'était l'ancien nom. C'est devenu cybersécurité. Et là, maintenant, c'est le nom uniquement appartenant à Visa qui est Forum InCyber. Dans la continuité du monde, Et ils ont changé aussi leur nom de domaine. Enfin bon. Ils essayent de faire croire qu'ils sont plus à Visa. Ils sont totalement à Visa. les débats sont ouverts. C'est ça. Eh bien, une bonne personne chez Avisa est peut-être une personne bien avisée. On verra si c'est le cas ou pas dans le futur. Moi, je propose de regarder le cas de Nikita Kislitsin, qui est inconnu de la plupart d'entre nous, hein, très vraisemblablement, qui est l'ancien responsable de la sécurité d'une entreprise qui s'appelle Groupe IB, entreprise qui maintenant fait comprendre que cette personne ne lui est pas rattachée. Donc, ce monsieur, Nikita Kislitsin, il est aujourd'hui retenu au Kazakhstan. Il est arrêté et il y a une demande d'extradition de la part des États-Unis parce qu'il est inculpé de plusieurs chefs de fraude et de malversation. En l'occurrence, il a été accusé d'avoir piraté un ancien réseau social qui s'appelait Formspring, mais il a aussi été inculpé, accusé d'avoir volé des informations personnelles sur des comptes LinkedIn ou alors Dropbox dans différents États tels que la Californie ou le Nevada. Et là, aujourd'hui, la Russie demande à ce qu'il ne soit pas extradé. Donc, il y a un bras de fer géopolitique qui est en train de se poursuivre, en plus de ce que l'on connaît sur cette zone du Kazakhstan qui devra ou pas donner l'autorisation d'extradition de ce ressortissant, sachant que Kislin, il n'est pas seul à être recherché pour ces malversations, parce que dans le cadre de ce qu'il a fait, il a aussi été épaulé par un gars qui s'appelle Yeremenko, qui lui est recherché en plus pour des transactions boursières illégales de plus de 30 millions de dollars sur la base d'informations qu'il avait volées. Et cette personne-là est recherchée activement, tout comme l'était Kislitsin. Pour information, il se fait appeler Zloum ou Lamarez aussi, ce Yeremenko. Et puis pour le petit élément qui fait rigoler, c'est que ce gars-là, Kislitsin, de 2006 à 2012, c'était le rédacteur en chef d'un célèbre magazine, en tout cas russe, qui s'appelait Hacker, qui était paru tous les mois, qui paraissait tous les mois, dans lequel il publiait des articles sur la sécurité, la programmation, et il faisait des conférences et des entretiens. Donc voilà, on peut avoir deux faces de visage, a priori. Le noir et le blanc, ça fait du gris, et le gris s'appelle en prison. Eh ben, quand on continue sur les personnalités de l'Est, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la Hollande avait fait beaucoup de publications sur une équipe offensive russe qui avait été arrêtée en Hollande suite à des OP d'espionnage, etc. Dans cette équipe, il y avait, j'ai pas mis son nom, mais Sera Briakov qui menait l'équipe. Et apparemment, un article américain indique que ce serait le nouveau chef, depuis quelques temps, mais pas tant que ça, de Sandworm, qui est l'une des équipes offensives les plus, on va dire, avancées du GRU, donc les rangs militaires russes, qui s'appelle aussi FANCB ou APT-28, à l'origine de pas mal d'attaques. Et donc, il y a carrément une photo de son passeport, il y a une photo aussi de lui à côté d'une fille durant, je sais pas, un truc de sport. Et en fait, donc il a été relâché suite à son arrestation en Hollande, parce qu'à l'époque, la Hollande ne voulait pas trop se mettre à dos la Russie. Et ce qui était rigolo, c'est que l'affaire a fait grand bruit aussi parce que donc, tout le matériel avait été récupéré. Et dans le matériel, il y avait en gros
guillemets des bornes Wi-Fi qui permettaient de faire de l'interception de trafic, etc. Et il y avait tout l'historique, dont les MAC de tous les équipements, toutes les cibles qui avaient été piratées. Donc c'était intéressant pour retracer tout l'historique de leur piratage. Et Bouygues, bon, je passe rapidement, mais ils ont été piratés par Maze il y a quelques années et apparemment ça n'a pas bien passé avec l'assureur de Bouygues et donc Bouygues poursuit son assureur pour être remboursé. Ensuite, un petit point par rapport aux conférences. Donc là, il y a eu le hack, Pass de Salt et la DEFCON du coup, qui ont eu lieu depuis le dernier rendez-vous de l'OSIR. Et à venir, du coup, la Barbac, donc le 26 août à Toulon. La Black Hat USA du 5 au 10 août à Las Vegas et la DEFCON donc du 10 au 13 août, pareil, à Las Vegas. Donc c'est fini pour la partie sérieuse. Maintenant, on va du coup voir quelques trolls et d'informations tiers qui ont pu être classés avant. Il y a encore des trucs sérieux. C'est Comme vrai, par ça. exemple le taux journalier des agents de l'ANSSI qui a augmenté, donc qui est passé à 1 200 € au jour. Ce qui est pas mal, ce qui est dans le marché. Ça a un grand intérêt. Ah bah c'est Ils important. n'envoient pas les factures. C'est pas faux. Et les rares fois où ils en ont envoyé, comme il n'y a pas de service de recouvrement, on n'a pas besoin de payer. Ben, je cherche encore c'est quelqu'un moche. qui a payé quelque chose. Sinon, le gouvernement veut encore un nouvel OS souverain, donc il y a un amendement sur le sujet. Bon, pour tous ceux qui ont travaillé sur Clip, ça doit être triste parce que Clip existe déjà, mais bon. Autre alerte de l'ANSSI. On a eu la présentation d'AcidoS. On a eu la présentation d'AcidoS, effectivement. Aussi, les avocats sont de plus en plus ciblés. Il y a beaucoup d'attaques sur les avocats parce qu'en termes de sécurité opérationnelle, c'est pas ouf. Parce qu'en général, c'est pas leur métier et le système d'information est plutôt mal géré. Et le problème, c'est que c'est une population qui peut potentiellement traiter des données vraiment secrètes. Par exemple, ça peut être des fusions-acquisitions entre des entreprises de secteurs sensibles, ça peut être des données sur des négos avec des pays étrangers. Donc, c'est vraiment une population qu'il faut protéger. Si je peux me permettre, Vlad, oui. De mon expérience professionnelle, enfin de mon expérience tout court d'échange avec des avocats, souvent, en fait, lorsque je leur oppose le fait de dire, vous savez, nous, quand on vous donne des informations, elles sont sensibles, il faut qu'elles soient protégées. Donc moi, je ne suis pas pour vous communiquer de manière numérique l'information. Il y a toujours le droit de non-recevoir qui est, oui, mais nous, on est assermenté, on vous doit en fait le secret, ça fait partie de notre ADN, on est des personnes qui sont enfin, on doit faire confiance, vous devez nous faire confiance parce qu'on ne va rien vous divulguer. Sauf qu'ils oublient un peu trop souvent en fait que l'information n'est pas que dans leur cerveau et qu'elle est aussi stockée sur les systèmes d'information de leur cabinet. Et ça, ils ont du mal à comprendre pour certains que ça fait partie, c'est une extension en fait de ce qu'ils sont et ils n'ont pas la maîtrise sur cet environnement-là. Donc, tant qu'ils n'auront pas compris que le système d'information sur lequel ils travaillent, c'est une extension d'eux-mêmes et ils n'ont pas la maîtrise dessus, tant qu'ils n'agissent pas sur ce point-là, je ne fais pas une attaque ouverte aux avocats global, mais je dis juste, si des avocats nous entendent, soyez prudents sur votre système d'information. L'information peut fuiter à partir de là. Donc, c'est de votre devoir aussi de mettre en œuvre les mesures de sécurité qui conviennent à votre mission. Voilà ce que je voulais ajouter. Donc, c'est intéressant de dire que c'est de plus en plus ciblé parce que on sait que, pour la conclusion, on sait que avec cette approche-là, je pense qu'il y a beaucoup de cabinets qui ne font pas forcément ce qu'il faut d'un point de vue numérique. Ouais, et puis si les données sortent, dans certains cas, ça peut avoir vraiment des effets terribles. Ça peut avoir vraiment des effets terribles, que ce soit par exemple le piratage des avocats des assassinats, enfin de Charlie Hebdo, ou des avocats qui ont des affaires conjugales avec, je sais pas, des violences conjugales, des trucs comme ça. Enfin, si les données sortent, ça peut vraiment être terrible pour les victimes ou les plaignants, quoi. Oui, mais des fois, ça peut être sympa. Enfin, les Panama Papers, c'était vachement intéressant, les données des avocats. Oui, c'est différent, c'est un autre sujet. Oui. Ensuite, alors ça c'est pas mal, je crois qu'on avait déjà parlé, mais ça fait un moment, c'est que le Césin, avec raison, s'inquiète des notations cyber, donc toutes les agences plutôt américaines de rating qui font des scans sauvages d'Internet sur des périmètres à peu près approximatifs, ils scannent ce qu'ils veulent, et après ils vous mettent des notes, et leur business c'est en gros de vendre vos notes aux autres, et donc le Césin
fait une espèce de lettre ouverte sur le sujet. Je ne sais pas ce que ça va donner exactement, mais sur ce domaine, ils ont vraiment raison, parce que ça pose vraiment des problèmes, parce qu'en général, ce n'est pas tout à fait auditable, on ne sait pas trop comment sont faites les notes, on ne sait pas ce qui est scanné. Pour faire de l'opt-out, c'est-à-dire de pouvoir sortir des choses qui ne vous appartiennent pas, il faut se connecter, il faut payer, c'est pas ultra éthique quoi, comme business. Ouais. Alors, si je peux me permettre, je suis membre du CESA aussi. C'est un sujet qui circule depuis longtemps. Ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'il y a des assureurs qui commencent à venir en fait interpeller leurs clients en leur disant j'ai vu que là, sur cette agence de notation, vous n'êtes pas si bien noté que ça. Du coup, ça met en défaut la personne qui voudrait s'assurer parce que l'assureur se base sur des informations qui ne sont pas viables. Elles ne sont pas viables pourquoi? Parce que comme le dit Vlad, tout à fait. il n'y a pas de méthode qui est ouverte. En fait, ils ne partagent pas leur méthode d'évaluation. Du coup, on ne sait pas sur quoi ils évaluent. Et il y a des questionnements quant à une approche, j'ai envie de dire, purement mathématique ou scientifique qui veut que si vous faites 15 fois la même évaluation, vous aurez à peu près la même note, voire même vous êtes censé avoir la même note. Ou le fait de dire aujourd'hui c'est opaque, c'est tellement opaque qu'on ne sait pas si on note pas tout simplement à la tête du client, voire même on pourrait se poser des questions sur des méthodes un petit peu plus illicites. Ceci étant, je n'accuse personne, je ne fais que des suppositions. Il n'en reste pas moins que pour que le Césin ait pris position, sachant que ça faisait un bout de temps qu'il y avait des réflexions en interne, c'est qu'il y a eu des évolutions et il y a pas mal de membres qui trouvent assez scandaleux en fait, de se voir évaluer sans fin de non-recevoir, en gros. Parce qu'à partir du moment où vous avez donné votre note, on vous dit c'est comme ça, même si au final, vous n'avez aucune maîtrise sur cette note-là. Et par rapport à tes suppositions, moi je vais les confirmer. Quand on va discuter avec certains acteurs américains, les gros en particulier, je ne citerai pas de nom, mais à des salons, des conférences, ils expliquent que la plupart du temps, ils sont même juste agrégateurs de flux de données, c'est-à-dire qu'ils ne scannent même plus. Ils achètent des flux de données, ensuite qu'ils analysent dans des grosses bases de données. Et la provenance de certains flux de données, elle est vraiment discutable. Je pourrais en discuter avec vous devant une bière, vous donner plus d'informations, mais clairement, c'est tout à fait discutable ce qu'ils font. Nous, on avait eu à nos CIR quelqu'un qui était très transparent et qui était français. Malheureusement, il n'est plus là. Et puis même au CLUSIF, il y a un groupe de travail entier qui travaille sur le sujet. Il y a le cyberscore qui est pas mal, mais par contre, ça c'est autre chose. C'est pas je scanne à la sauvage un périmètre inconnu. Le cyberscore que le gouvernement essaie de faire passer, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pas mal parce que c'est un véritable audit par des gens qualifiés avec un questionnaire, une vérification technique, des tests, etc. C'est sérieux. Ouais, je crois qu'on pourra faire quelque chose avec ça. Faut le faire sortir de terre, ce cyberscore. Mais il y a des initiatives de l'ANSSI, comme le PAX, qu'il faudra aussi voir à faire sortir de terre, qui permettront d'avoir des référentiels communs sur lesquels tout le monde peut s'accorder. Et grâce à ça et la transparence de ces référentiels, je pense qu'on sera plus à même de faire confiance. Oui. Donc ensuite, on va parler d'un petit jeu vidéo qui a été développé, donc qui est accessible depuis un navigateur web, donc de Password Game. Donc en fait, le but c'est de générer le mot de passe le plus robuste possible. Donc là, en fait, il va falloir que vous respectiez 35 règles. Vous en avez des simples, donc les basiques que vous devez même respecter pour vos mots de passe actuels. Donc respecter un certain nombre minimum de caractères, inclure des chiffres, mélanger minuscules, majuscules. Et là, pour l'aspect un peu fun, vous avez des règles un peu troll. Donc du style taper le meilleur coup dans une. Enfin, vous avez un plateau d'échecs, vous avez du coup les pions qui sont disposés d'une certaine façon et vous devez trouver le meilleur coup, donc qui vous permet de mettre en échec directement le roi, donc avec une notation algébrique. Ensuite, vous devez insérer une URL d'une vidéo YouTube qui a une longueur spécifiée du style 10 minutes 42. Donc c'est sympa si vous avez du temps à tuer. Je vous ai mis l'URL et vous pouvez voir tout en bas à droite, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à essayer de speedrunner le jeu. Et le speedrun actuel, il est d'1 minute 36, donc à vous de jouer. Ensuite, Darkbert, c'est le chat GPT du Dark Web. Donc il se base sur le modèle Roberta, donc le modèle de Meta,
qui lui-même se base sur le modèle de BERT, donc le modèle de Google. Et donc, Darkbet, ça a été mis au point par une équipe de chercheurs sud-coréens dans le but, en fait, en lui fournissant un certain nombre, enfin, un certain dataset en provenance de sources un peu sensibles du style, documents spécifiques du marché noir, des messages échangés sur des forums, du contenu de base de données volées, de en fait, d'aider les chercheurs à mieux appréhender le fonctionnement du dark web et de mieux comprendre les réseaux de cybercriminels et éventuellement d'anticiper certaines actions. Donc, bien sûr, le dataset en lui-même a été filtré pour supprimer des fichiers ou des vidéos un peu trop sensibles. Et également, tout ce qui concerne, tous les données personnelles, même si je me pose des questions, parce que si dans les sources, on a des fuites de données, je me demande si réellement toutes les données personnelles ont été supprimées, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et donc, voilà, à voir ce qu'ils vont réellement faire et quelle va être sa portée, son utilité. Ensuite, oui, les utilisateurs de LastPass en panique. En fait, LastPass a réalisé une action entre guillemets de maintenance de sécurité, ce qui a eu pour but en fait de forcer l'initialisation du multifacteur de tous ces utilisateurs. Donc, pourquoi ils ont fait ça? Donc, c'est pour faire suite à tous les incidents qu'ils ont eu en 2022 où ils ont demandé à leurs utilisateurs de réinitialiser leur MFA, mais forcément, ça n'a pas été fait chez tout le monde. Donc, ils ne se sont pas posé la question, ils l'ont fait eux directement. Le problème, c'est qu'il y a eu pas mal de problèmes, donc d'utilisateurs qui sont pleins d'être bloqués dans une loupe au moment de la réinitialisation de leur MFA, qui n'ont pas réussi qui du coup ont un problème, essayent de contacter le support premium, mais malheureusement, il faut être connecté pour accéder au support, mais du coup, justement, ils ont un problème de connexion, donc comment faire pour se connecter, pour communiquer avec le support, ou même de master password invalide. Donc, pour répondre à ça, LastPass a communiqué des tutoriels sur comment faire les choses proprement. Par exemple, essayez pas de le faire sur téléphone ou via les plugins navigateurs. Faites-le sur un ordinateur. À voir. Et donc, ils ont également annoncé en parallèle avoir amélioré la sécurité autour du mot de passe mail, justement. Et donc, entre autres, ils ont augmenté le nombre d'itérations à 6000 tours maintenant. Donc, ça, c'est une des mesures qui a été faite. Trahison chez Red Hat. Donc, ça va peut-être parler à beaucoup de monde. Donc, en fait, en courant juin, ça a été décidé en fait par Red Hat de rendre le code source de RHEL uniquement accessible à ses clients. Donc, sachez que vous avez toujours du coup, une version publique qui vous est diffusée, qui est diffusée via CentOS Stream. Donc, ça crie un peu parce que déjà, dû au contrat de licence de RHEL, en fait, vous n'avez pas le droit de partager le code. Donc, ça pose problème pour tous les forks qui se basent du coup sur le code source pour développer ses propres distributions. Je vous ai mis deux exemples les plus connus, Rocky Linux et Alma Linux, donc qui sont aimés justement, sachant que CentOS est plus disponible, d'être capable quand même d'avoir une version pour les amoureux de Red Hat assez proche de CentOS pour un environnement de production. Il y a des alternatives, quoi. Et donc, ouais, beaucoup de gens un peu déçus de cette action de Red Hat. Après, donc, RIP Skyblog. Donc, après MSN et MySpace, c'est Skyblog qui va fermer ses portes. Donc, je le rappelle, même si tout le monde le connaît. Donc, c'est une plateforme qui a été fondée en 2002 par Skyrock, donc, qui permettait aux gens de raconter leur vie et du coup de partager des photos, des articles, d'avoir sa propre page de Skyblog. Donc, c'était même le 17e site le plus visité au monde en 2007. Mais Skyrock a décidé de le fermer. Donc, pourquoi? Parce qu'ils veulent se mettre en conformité avec tout ce qui est protection des données personnelles de ses utilisateurs. Et vu qu'actuellement, toute la plateforme est accessible au grand public, ils ont du coup décidé de fermer le site donc le 21 août 2023.
Donc jusque-là, vous avez le temps d'aller backuper votre Skyblock, parce qu'après, du coup, ça sera trop tard. Et dernier point, si je ne me trompe, donc TikTok banni en France, donc on en a parlé dans la présentation d'avril, des discussions qui étaient faites à peu près partout dans le monde pour interdire TikTok, soit dans tout ce qui est sur tous les appareils gouvernementaux un peu sensibles. Donc, par exemple, ça a été le cas au Danemark, en Australie et au Royaume-Uni. Et j'en passe. Donc actuellement en France, c'était interdit sur les appareils du coup sur certains appareils, donc les appareils un peu sensibles sur les secteurs également les plus sensibles. Mais là, en fait, il y a des discussions actuellement au Sénat pour interdire directement la plateforme sur toute la France. Donc de retirer l'application sur le Google Store et sur l'Apple Store, Google Play, pardon. Et donc, à voir si ça passe, mais bon, c'est en bonne partie parce que du coup, en fait, ils se plaignent d'un manque de mesures de transparence. Donc, ils sont prêts à revenir sur leur décision si TikTok décide de mettre au clair plusieurs choses. Donc, je vous ai fait une liste de tout ce qui demande, être conforme au droit européen sur tout ce qui est RGPD, contrôler réellement l'âge des utilisateurs, bref, j'en passe. Mais bon, sachant qu'il en reste 6 mois pour mettre en œuvre tout ça, je pense que vous pouvez commencer à désinstaller l'application de téléphone. Mais sur le premier point, moi je comprends pas parce qu'en fait TikTok a clarifié la situation. C'est clairement accessible aux autorités chinoises et ils l'utilisent clairement pour espionner des dissidents politiques ou d'autres personnes. Il y a plein d'articles là-dessus. C'est clair, c'est évident, c'est dit. Bah, je Je crois qu'on a pense même qu'on parlé. Je crois qu'on a même parlé le mois dernier, le mois d'avant. Donc l'État sait très bien que c'est totalement lié aux autorités chinoises. C'est les collectes massives qui te font dire ça. Non, ils l'ont reconnu. Dans un article, ça a été dit que ça avait été utilisé pour de l'espionnage de dissidents politiques et face à des entreprises américaines. Bah, dans ce cas, je pense que c'est la réponse qui leur plaît pas. Ah oui, d'accord. Voilà, j'aurais dû formuler autrement. La situation, elle est totalement claire là-dessus. Il est vrai. Voilà. Donc, c'est tout. On se retrouve du coup au mois de septembre. Du coup, il n'y aura pas de réunion de l'OSIR le mois prochain, et donc pas de compte rendu de ce qui se passe. Donc, on aura une revue assez chargée au mois de septembre. Et donc, toujours la même discussion de l'afterwork. Si vous avez des idées des adresses de bar pour nous présenter à l'OSIR, n'hésitez pas à nous les communiquer. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, Et bonnes vacances. des questions, merci infiniment à nos 3 contributeurs pour cette veille. Nous coupons